Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler des actualités dans le traitement de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. C'est vraiment une pathologie pour laquelle il y a eu énormément d'avancées au cours des dernières années, avec l'apparition maintenant de plusieurs traitements qui sont efficaces. Et c'est vraiment le domaine de l'hypertension pulmonaire qui a peut-être le plus évolué au cours des 2-3 dernières années. Donc, juste pour vous rappeler les différents mécanismes dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique qui vont contribuer au développement de l'hypertension pulmonaire. Donc, il y a des mécanismes qui sont des mécanismes purement mécaniques et qui sont liés à l'obstruction des artères pulmonaires, que ce soit les grosses artères pulmonaires, hein. Il faut imaginer que l'arbre artériel pulmonaire, c'est comme un arbre, d'abord avec des grosses branches et puis avec des branches de plus en plus petites. Et donc, les caillots fibreux qu'on observe dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique peuvent être localisés soit au niveau des artères de grosse taille, soit au niveau des artères de petite taille. Et on verra qu'en fonction de la localisation de ces caillots fibreux dans les artères pulmonaires, le traitement va être un petit peu différent. Et puis, on sait aussi maintenant que dans cette maladie, on peut observer également au niveau des artères microscopiques, hein, les artères de tout petit calibre, finalement ce qu'on appelle une microvasculopathie, c'est-à-dire un épaississement de la paroi des artères microscopiques qui est tout à fait identique à celle qu'on observe dans l'HTAP idiopathique. Et donc finalement, dans cette maladie, eh ben, on peut avoir à la fois une obstruction des artères principales, des artères distales, et puis éventuellement un épaississement des artères microscopiques. Et c'est la raison pour laquelle, hein, de plus en plus, on verra, on sera amené à utiliser plusieurs traitements pour essayer finalement de cibler les différentes lésions que l'on peut observer dans cette maladie. Donc, si on résume un petit peu à l'heure actuelle les options de traitement dont on dispose pour traiter cette maladie, on dispose d'un traitement qui s'appelle l'endartérectomie pulmonaire, hein, qui est un traitement chirurgical qui consiste à ouvrir les artères pulmonaires et à retirer ces caillots fibreux qui sont présents dans les artères de gros calibre, hein. C'est-à-dire que vous avez ici représenté un arbre artériel pulmonaire et donc l'endartérectomie pulmonaire permet de retirer les caillots fibreux jusqu'au niveau des artères segmentaires, hein. C'est-à-dire qu'en dessous des artères segmentaires, les artères sont de trop petite taille pour que le chirurgien puisse y avoir accès et donc retirer ces caillots fibreux. L'angioplastie pulmonaire, elle, permet de traiter finalement les lésions qui sont localisées dans les artères de plus petite taille, hein, les artères qu'on appelle des artères segmentaires ou sous-segmentaires, c'est-à-dire des artères qui vont mesurer jusqu'à 2-3 mm. Et puis les traitements médicamenteux vont cibler en fait ce qu'on appelle la microvasculopathie, c'est-à-dire l'épaississement de la paroi des artères qui sont microscopiques, donc qui ne sont pas visibles à l'œil nu, hein. Et donc on comprend assez bien que certains patients peuvent avoir à la fois une obstruction au niveau des grosses artères et une microvasculopathie, une obstruction au niveau des petites artères et une microvasculopathie, ou éventuellement une obstruction localisée à différents niveaux de l'arbre artériel pulmonaire et une microvasculopathie. Et donc finalement, hein, en comprenant de mieux en mieux les mécanismes de l'hypertension pulmonaire dans cette maladie, eh bien, on a été amené à utiliser les traitements, les associant, les combinant les uns avec les autres pour essayer vraiment de traiter les différentes lésions. Alors, juste pour vous rappeler à l'heure actuelle, hein, ça c'est l'algorithme de traitement tel qu'il est utilisé à l'heure actuelle. Donc, pour les patients qui ont une forme opérable, c'est-à-dire lorsque les caillots sont localisés sur les artères de grosse taille, le traitement de choix qui reste, hein, c'est l'endartériectomie pulmonaire. Et en ce qui concerne les patients qui ont une forme inopérable, c'est-à-dire le plus souvent une forme où l'obstruction se situe au niveau des artères de plus petite taille, les artères segmentaires, sous-segmentaires, dans lesquelles les lésions ne sont pas accessibles à l'endartérectomie pulmonaire, eh bien, ce qui était recommandé jusqu'à maintenant, c'était l'utilisation des traitements médicamenteux associés ou non à l'angioplastie pulmonaire. Et donc,
ça nous a conduit, il y a à peu près 7 ans, lorsque le programme d'angioplastie pulmonaire a commencé, à l'hôpital Marie-Lannelongue et à Bicêtre, à nous poser un certain nombre de questions concernant finalement la meilleure stratégie de traitement à adopter pour des patients qui avaient donc une forme inopérable de la maladie, c'est-à-dire lorsque les caillots étaient localisés sur des artères de trop petite taille pour que les lésions puissent être accessibles à une endartérectomie pulmonaire. Et donc, l'une des premières questions qui se posaient, c'était est-ce que le traitement médicamenteux par rapport à l'angioplastie pulmonaire donnait des résultats différents en termes d'efficacité, en termes de tolérance? Et donc, ce questionnement nous a conduit à réaliser, maintenant il y a plusieurs années, ça a mis pas mal de temps à être mis en place, puis ensuite à faire l'étude, à conduire une étude au sein du réseau, de tout le réseau français de l'hypertension pulmonaire. Cette étude avait pour objectif de comparer le traitement médicamenteux par riociguat, qui jusqu'à maintenant était le seul traitement qui était recommandé et surtout qui était remboursé dans le traitement de cette maladie par rapport à l'angioplastie pulmonaire. Et donc, cette étude s'appelait l'étude RACE. Elle a inclus 105 patients, donc avec un tirage au sort qui se faisait au hasard. Et donc, la moitié des patients bénéficiaient d'un traitement par riociguat, l'autre moitié des patients bénéficiaient d'un traitement par angioplastie pulmonaire. Et donc, il y avait une évaluation à 6 mois, et donc on jugeait de l'efficacité du traitement sur la baisse des résistances à l'écoulement du sang dans les artères du poumon. Et à l'issue de cette période de 6 mois, les patients qui restaient symptomatiques et qui gardaient une hypertension pulmonaire pouvaient bénéficier de l'autre traitement. C'est-à-dire que les patients qui étaient traités initialement par riociguat, si à l'issue de cette période de 6 mois, ils restaient symptomatiques, eh bien, ces patients pouvaient bénéficier d'un traitement par angioplastie pulmonaire et inversement. Donc, juste pour vous rappeler le principe de l'angioplastie pulmonaire, vous avez ici une coupe d'un vaisseau. Ça, c'est le caillot fibreux qui est partiellement recanalisé. Et donc, l'angioplastie pulmonaire consiste à placer un petit ballonnet au niveau d'un de ces canals, à gonfler le ballonnet et finalement à écraser le tissu fibreux sur la paroi de l'artère pulmonaire de manière à réouvrir le vaisseau et à permettre au sang de recirculer normalement. Donc, les principaux résultats de l'étude RACE, donc à 6 mois, c'était que l'angioplastie pulmonaire entraînait une baisse plus importante des résistances pulmonaires, mais par contre, on observait une fréquence plus élevée des complications liées au traitement dans le groupe traité par angioplastie pulmonaire. Alors, ces complications, on les connaît très bien, ces complications liées à l'angioplastie pulmonaire, elles sont liées à la technique de l'angioplastie pulmonaire et elles sont malheureusement inévitables lorsqu'elles surviennent. Et donc, elles sont le plus souvent liées. Vous avez ici une coupe d'artère pulmonaire avec un petit guide. Et bien, parfois, le guide peut entraîner une petite perforation de l'artère pulmonaire, ou bien lorsqu'on va gonfler le ballonnet, on peut avoir des petites déchirures du vaisseau, et donc on peut avoir un saignement autour du vaisseau. Donc, soit cette lésion est induite par le guide, soit elle est induite par le ballon. Et donc, on a pu observer avec l'accumulation de l'expérience qu'on a pu avoir maintenant depuis les années, enfin, l'année 2014, on a pu observer que finalement, la fréquence de survenue de ces complications, elle était fortement corrélée au niveau des résistances et au niveau des pressions pulmonaires. De façon simple, on peut imaginer que si on estime que l'artère pulmonaire est un tuyau, si on crée un petit trou dans un tuyau, plus la pression qui est présente dans le tuyau est élevée, plus finalement la fuite va être importante. Et donc, on comprend assez aisément que plus la pression dans l'artère pulmonaire est élevée, plus les résistances à l'écoulement du sang sont élevées, plus lorsqu'on va créer une petite brèche dans le vaisseau, et le saignement qu'on va observer, il va être important. Alors, heureusement, ces complications, le plus souvent, elles n'ont pas de conséquences graves pour les patients. Elles peuvent entraîner soit des crachats de sang, soit éventuellement de recourir à de l'oxygène pendant quelques jours. Et puis ensuite, ça va guérir comme un hématome. Il faut rapprocher finalement ces lésions à un hématome. Quand on se fait un hématome, on a une lésion qui va progressivement cicatriser avec le temps et qui ne laisse heureusement aucune séquelle. Et donc, dans cette étude, on n'a pas eu de complications heureusement graves liées à ce saignement éventuel qu'on pouvait observer.
Alors, avec une meilleure connaissance de la maladie et dans la mesure où on a pu observer que finalement ces complications, elles étaient assez fortement corrélées à la sévérité de l'hypertension pulmonaire, c'est-à-dire au niveau de pression, au niveau de résistance qui résidait dans les artères des poumons, on s'est demandé si finalement de traiter médicalement un patient avant de faire une angioplastie pulmonaire pourrait permettre de finalement faire baisser la pression pulmonaire, de faire baisser les résistances à l'écoulement du sang et par conséquent de diminuer le risque de complications liées à l'angioplastie pulmonaire. Et donc, dans l'étude RACE, ça c'est la deuxième partie de l'étude RACE, eh bien, les patients qui étaient finalement insuffisamment améliorés après un traitement par riociguat bénéficiaient d'une angioplastie pulmonaire et donc on a pu comparer finalement les patients qui avaient d'abord bénéficié d'un traitement par riociguat avant d'avoir une angioplastie pulmonaire par rapport aux patients qui avaient d'emblée bénéficié d'une angioplastie pulmonaire. Et donc on a pu regarder si au bout du compte, le résultat, l'efficacité était différente suivant le fait qu'on ait eu soit un traitement médicamenteux puis une angioplastie pulmonaire, soit une angioplastie pulmonaire seule. Et puis, on a pu aussi regarder et comparer finalement la fréquence des complications chez des patients qui avaient d'abord un traitement par riociguat puis une angioplastie pulmonaire par rapport aux patients qui avaient d'emblée une angioplastie pulmonaire. Et ce qu'on a pu observer, c'est que finalement, quel que soit le traitement qu'on avait initialement, donc riociguat ou angioplastie pulmonaire, à 12 mois, eh ben, on observait une baisse identique des résistances pulmonaires. Par contre, on observait une fréquence moins élevée des complications liées à l'angioplastie pulmonaire chez des patients qui avaient été traités au préalable par riociguat. C'est-à-dire que les patients qui d'abord avaient reçu un traitement par riociguat, puis une angioplastie pulmonaire, avaient moins de complications que les patients qui avaient été traités d'emblée par une angioplastie pulmonaire. Alors ça paraît, quand on en parle a posteriori, évident, mais ce n'était pas si évident que ça. Et surtout, grâce à cette étude, on a pu démontrer que finalement de traiter des patients d'abord avec un traitement médicamenteux avant d'envisager une angioplastie pulmonaire, eh bien, permettait probablement de réduire les complications liées à l'angioplastie pulmonaire. Et donc ça, c'est vraiment une avancée thérapeutique très importante pour la prise en charge des patients. Donc, ces données nous ont conduit à nous poser une deuxième question, finalement, puisque vous savez que si finalement on compare par rapport à l'hypertension artérielle pulmonaire, maintenant on a pu démontrer que d'utiliser deux traitements dans l'hypertension artérielle pulmonaire d'emblée par rapport à un seul traitement semblait être plus efficace et puis bien toléré. Et bien donc on s'est posé la même question dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Est-ce que de traiter d'emblée avec deux médicaments par voie orale, est-ce que ça faisait mieux que d'utiliser un seul traitement? Eh bien, cette question nous a conduit à réaliser donc, une nouvelle étude qui vient de débuter, elle vient tout juste de débuter, qui permet de comparer l'intérêt d'associer un traitement par riociguat avec un traitement par macitentan par rapport à un traitement par riociguat seul. Là aussi, on va juger de l'efficacité de l'association de deux médicaments par rapport à un seul médicament. On juge de cette efficacité sur la baisse des résistances à l'écoulement du sang. Et puis surtout, à l'issue de cette première période, eh bien, les patients qui vont rester symptomatiques et qui vont conserver une hypertension pulmonaire vont bénéficier tous d'une angioplastie pulmonaire. Et donc, on va pouvoir à la fois regarder si deux traitements par rapport à un seul traitement, ça fait mieux sur la baisse des résistances. Et puis, on va pouvoir aussi voir si finalement d'utiliser deux traitements par rapport à un seul traitement, ça permet de réduire encore les complications liées à l'angioplastie pulmonaire. Alors, cette étude, elle a pu être réalisée grâce au partenariat du laboratoire Janssen qui finalement fournit le traitement par macitentan et le placebo. Et donc, cette étude, elle est également menée dans tout le réseau de l'hypertension pulmonaire et on espère qu'elle pourra encore apporter vraiment des données et des informations importantes pour la prise en charge des personnes qui souffrent d'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Donc, il est prévu une période de 2 ans pour arriver au nombre de patients requis pour l'analyse de l'étude et on espère que grâce aux résultats de cette étude, on pourra encore améliorer la prise en charge de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Voilà, donc je pense que vous avez peut-être des questions. Alors, merci beaucoup, Xavier. Je me remets
Donc, Dans le chat, il y a Béran Traquino qui a posé une question sur les angioplasties. où ça? Je ne la vois pas. Alors, il faut remonter, c'est plutôt au début. Je ne vois pas bien non plus, mais je sais qu'il y a eu cette... Et il y a peut-être ensuite des questions que je vous avais envoyées par mail, Olivier. Est-ce qu'il y a des questions dans la liste de questions qui a été envoyée qui pourraient être posées? Oui. Quelles sont les oui. évolutions à long terme des angioplasties et quel est le pourcentage de récidive? Alors ça, c'est une bonne question. Alors maintenant, avec l'accumulation de l'expérience dans le monde, hein, on dispose vraiment de données à long terme, hein, puisque l'angioplastie a été d'abord développée au Japon. Et donc, dans les équipes japonaises, on a un recul maintenant de plus de 10 ans, hein, sur finalement le maintien à long terme de l'angioplastie pulmonaire. Et il semble, hein, que sur les données qu'on a pu accumuler dans le monde entier, que les bénéfices obtenus sont maintenus à long terme. Hein. Et nous, dans notre expérience, hein, maintenant qui est de presque 7 ans, eh bien, les bénéfices qu'on observe à court terme sont maintenus à long terme. Et ce qui est aussi important, c'est que certains patients peuvent éventuellement, à distance, un petit peu évoluer sur le plan de l'hypertension pulmonaire, et il est toujours possible d'effectuer de nouvelles angioplasties pulmonaires. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que même si la maladie s'aggrave dans le temps, eh ben, il est en règle générale, s'il reste des lésions à dilater, on peut redilater des lésions, et donc on peut à nouveau obtenir un bénéfice grâce à l'angioplastie pulmonaire. Alors en termes de récidive, a priori, il n'y a pas de récidive décrite, et surtout une fois que finalement le caillot est écrasé sur la paroi de l'artère pulmonaire, a priori, hein, il n'y a pas de rétrécissement observé à nouveau des territoires qui ont été dilatés. Donc ça aussi, c'est des nouvelles qui sont plutôt très rassurantes. Mais il peut y avoir une récidive des caillots. Alors, il peut y avoir une récidive des caillots chez des patients pour lesquels l'anticoagulation, on va dire, n'est pas optimale. Hein. L'objectif de maintenir un traitement anticoagulant dans cette maladie, hein, puisque vous savez que c'est vraiment la forme de la maladie dans laquelle le traitement anticoagulant est le plus important, hein, pour éviter la formation de nouveaux caillots. On peut observer éventuellement la formation de nouveaux caillots lorsque le traitement anticoagulant n'est pas correct, hein, c'est-à-dire que l'anticoagulation n'est pas parfaite. Hein, mais en règle générale, lorsque l'anticoagulation est parfaite, hein, le risque de survenue de nouveaux caillots est vraiment extrêmement, extrêmement faible. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sachant que j'ai compris là qu'on allait être un peu coincé par le temps, puisque la visio risque de se couper à 13h pile. Donc on peut aller jusqu'à 13h. Il va falloir qu'on compte encore l'intervention de Marc. Je ne sais pas si elle est prête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore peut-être le temps pour quelques questions sur l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, peut-être sur l'organisation des soins. Peut-être Xavier, tu veux peut-être en dire un petit mot. Là, il y a eu pas mal de discussions ces derniers temps là, sur l'organisation des soins pour le CITEF au sein du réseau de français. Alors oui, effectivement. Alors, comme vous le savez, ou peut-être pas d'ailleurs, il y a à l'heure actuelle 2 centres en France où sont réalisées les angioplasties pulmonaires, hein, le centre de Bicêtre-Marie-Lannelongue et le centre de Grenoble. Alors ça permet une couverture assez bonne du territoire, mais c'est quand même pas aussi simple que ça, hein, vu l'éloignement géographique. On ne couvre pas l'intégralité du territoire de façon simple. Et donc, il y a eu une réflexion au sein du réseau sur les possibilités éventuelles d'ouvrir d'autres centres d'angioplastie pulmonaire. Donc, il y a eu une très grande réflexion, hein, par rapport à ça. Et donc, c'est vrai que la région sud-est en particulier, elle n'est pas parfaitement bien couverte sur le plan géographique, parce que quand même venir de Nice ou de Marseille, soit à Grenoble, soit à Paris, c'est quand même pas si simple. Et donc, l'une des questions posées, c'était éventuellement de permettre d'ouvrir un centre à Nice, à Marseille, peut-être dans les 2 hôpitaux. Et donc, ça, on a eu beaucoup de réflexions et après beaucoup, beaucoup de discussions, on pense, hein, que c'est vraiment quelque chose qui est important, d'avoir une couverture la meilleure possible et un accès le meilleur possible pour tous les patients. Et donc, il y a un certain nombre de choses, hein, et d'éléments qui
sont nécessaires pour qu'un centre puisse éventuellement ouvrir et commencer une activité d'angioplastie pulmonaire. Il faut vraiment que ce centre soit parfaitement formé dans l'angioplastie pulmonaire. Donc, il faut que les personnes soient formées dans les 2 centres aujourd'hui qui pratiquent l'angioplastie pulmonaire, c'est-à-dire Marie-Lannelongue ou Grenoble. Et puis, il faut bien sûr qu'il y ait une discussion pluridisciplinaire qui permette de bien identifier les patients qui peuvent bénéficier d'une angioplastie pulmonaire. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une concertation avec le centre de référence, avec l'équipe de Marie-Lannelongue, avant de poser l'indication éventuellement d'une angioplastie pulmonaire. Donc, il est probable que dans les mois à venir, il y ait 1 ou 2 centres d'angioplastie pulmonaire supplémentaires qui soient ouverts en France pour permettre vraiment aux patients d'avoir un accès le meilleur possible à l'angioplastie pulmonaire à travers tout le territoire français. Voilà, en sachant que pour la chirurgie, le Marie-Lannelongue, pour l'instant, restera le seul endroit en France pour la chirurgie. Très bien. Qu'est-ce que... Ah oui, encore une petite question, puis après on passera à la vidéo de Marc, parce qu'on est un peu tenu par le temps. Il y a une dernière question peut-être de Laure Rosé, qui nous demande si une patiente ayant bénéficié d'angioplastie peut-elle envisager une grossesse. Alors, on pourrait même étendre ça à d'autres traitements que l'angioplastie. Mais donc, Xavier, je crois que tu es vraiment la bonne personne pour ça, puisque tu connais parfaitement bien ces histoires d'hypertension pulmonaire et de grossesse, et bien sûr sur la maladie thromboembolique chronique. Alors ça, c'est une question qui est difficile. Voilà, c'est vraiment un point extrêmement important. Donc peut-être d'abord un mot dans l'hypertension artérielle pulmonaire, avant de parler de l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. À l'heure actuelle, et là-dessus, il y a un consensus et un accord au sein de tous les experts dans le monde, c'est que malheureusement, la possibilité d'une grossesse lorsqu'on a une hypertension artérielle pulmonaire ne peut pas être envisagée parce que le risque que fait courir une grossesse lorsqu'on a une hypertension artérielle pulmonaire est très élevé, en particulier pour la maman, mais aussi pour l'enfant. Et donc, à l'heure actuelle, le risque de décès, puisque malheureusement, c'est la complication la plus grave, bien sûr, qu'on peut observer lorsqu'on mène une grossesse au cours d'une hypertension artérielle pulmonaire. Aujourd'hui, les chiffres de mortalité lorsqu'on a une hypertension artérielle pulmonaire et qu'on mène une grossesse sont de l'ordre de 15%. Donc, il n'y a pas d'autres maladies, quelles qu'elles soient, qui exposent à un risque aussi élevé de décès au cours de la grossesse. Et donc, à l'heure actuelle, c'est vrai que on ne recommande pas et même on déconseille fortement la possibilité d'une grossesse lorsqu'on a une hypertension artérielle pulmonaire. Alors, en ce qui concerne l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, on a moins de données par rapport à l'hypertension artérielle pulmonaire, mais par analogie avec l'hypertension artérielle pulmonaire, on peut imaginer que le risque lié à la maladie lorsqu'on mène une grossesse est aussi élevé que dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Et donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on déconseille aussi fortement la possibilité d'une grossesse lorsqu'on a une hypertension pulmonaire thromboembolique chronique. Alors bien sûr, il y a toujours d'éventuelles exceptions. C'est vrai que si, grâce aux différents traitements qu'on a pu avoir, on a une normalisation des pressions pulmonaires, ce qui est quand même une situation très exceptionnelle. Est-ce que si l'hémodynamique est normale, est-ce qu'on peut éventuellement mener une grossesse? Là, c'est une discussion qui est d'abord, c'est une situation qui est exceptionnelle et c'est une discussion qu'on peut avoir en évaluant le rapport bénéfice-risque, en sachant qu'on n'a aucune garantie qu'on ne peut pas observer d'aggravation. Et puis l'autre problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les traitements médicamenteux qu'on utilise dans l'hypertension pulmonaire ne peuvent pas tous être utilisés au cours de la grossesse. Les seuls traitements médicamenteux qu'on peut utiliser au jour d'aujourd'hui, c'est l'époprosténol, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de problème si on mène une grossesse avec l'époprosténol, ou bien le sildenafil, puisque ce sont les 2 seules molécules pour lesquelles on a pu montrer qu'il n'y avait pas de problème en termes de malformation éventuellement fétale. Donc, les traitements qu'on utilise dans l'hypertension pulmonaire thromboembolique chronique, comme le riociguat, sont contre-indiqués quand on mène une grossesse. Donc, vous voyez que
ça a aussi des conséquences puisque ça risque de modifier et ça peut modifier le traitement. Donc, je crois qu'il faut garder vraiment un discours assez clair sur les possibilités de grossesse et que au jour d'aujourd'hui, hein, malheureusement, il y a un danger vraiment très élevé, hein, de mener une grossesse d'une façon générale lorsqu'on a une hypertension pulmonaire.